Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Amel Bouziane et Rénal Couteau pour la conférence Don't Welcome to the World. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On est heureux d'être ici avec mon ami Amel. Par contre, on n'a rien préparé, hein, donc c'est... Ouais, ça va être un petit peu à l'impro. Ça va être un impro. Donc on se présente, moi c'est Reynald. Hop. Tac. Donc mon pseudo c'est Psyré, je fais du bug bounty, du pentest, de la formation. J'ai ma propre société, desec.fr le site. Et je vais vous présenter un petit outil de reconnaissance qui s'appelle Rengine, s'il y en a peut-être qui connaissent. Et ensuite, on va vous faire un petit peu une exploitation. Donc, on va essayer de passer un workflow du début jusqu'à la fin. Donc, je ne vais pas forcément faire les scans en direct parce que ça prend pas mal de temps. Je vais vous présenter un petit peu l'outil. Voilà, donc je me suis présenté moi à toi. Donc moi c'est Amel Bouziane-Leblanc, donc connu sous le nom de Icar. Je suis Bug Bounty Hunter, je fais des recherches aussi sur pas mal d'outils libres, notamment LibreOffice, donc ça sera le sujet un peu plus tard. Et je travaille pour le groupe Thales. Donc voilà, petite impro. Voilà, donc on va commencer directement. Donc, qui fait du bug bounty dans la salle? Quelques-uns? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a 2? Il y en a que je vois pas ou 3? 3 et demi? Ah, il y en a 3 là. Il y en a autant ici que dans toute la salle. Donc le bug bounty, donc si vous connaissez un petit peu le bug bounty, donc c'est une prime au bug. Donc il y a des sociétés qui soumettent leurs programmes sur des plateformes. Donc il y en a plusieurs. En France, la plus connue c'est YesWeHack. Il y a Yogosha aussi un petit peu. Après, vous avez à l'étranger, en Belgique, il y a Integrity, mondial, plutôt américain, HackerOne, il y a Bugcrowd aussi, je crois. Bugcrowd. Il y a tout un tas de plateformes. Vous avez aussi les programmes de Vulnerability Disclosure. Donc, ça va être des recherches, c'est-à-dire que si vous trouvez quelque chose sur un site, en général, vous allez chercher à la racine du site un security.txt et vous avez des informations pour remonter les vulnérabilités que vous aurez trouvées sur ce site. Normalement, ce n'est pas prévu qu'il y ait des primes. Ils peuvent vous payer comme Red Bull en boisson ou des t-shirts ou des trucs comme ça. Bon, s'ils sont sympas, ils vous donnent des sous quand même. Et donc, ces plateformes de bug bounty permettent... Alors, je ne sais pas si on peut montrer peut-être la YesWeHack. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la plateforme YesWeHack. Hop. Voilà. Voilà. Donc vous avez la plateforme. Sur cette plateforme, vous allez avoir tout un tas de programmes qui vont être proposés. Voilà, ils proposent tout un tas de choses. Je ne sais pas si on peut voir si Start Hunting, mais je crois qu'il faut s'inscrire. Non ouais. Je ne sais pas si on a le programme public. Donc il y a des programmes publics. Ces programmes publics donc, sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur la plateforme, vous allez pouvoir commencer à chasser sur ces programmes-là. Et après, vous avez des programmes privés. Donc les programmes privés vont venir en fonction des points que vous allez avoir sur la plateforme et de la criticité un petit peu de vos recherches en fait. Donc les gens qui vont rechercher des XSS assez faciles, voilà, que ce soit des reflected XSS ou bon, les points ne vont pas être très élevés. Par contre, dès qu'on commence à avoir des injections SQL, des injections de commandes, des SSRF, tout ça, les points vont monter assez vite et vous allez avoir une sorte de ratio, c'est comment ça s'appelle déjà l'impact. Voilà, c'est l'impact. Vous allez avoir le nombre de rapports que vous allez trouver par rapport au nombre de points que vous avez va déterminer l'impact que vous avez. Plus vous avez d'impact, plus vous allez recevoir de programmes privés. Et donc, plus vous avez de programmes privés, plus vous avez de chances de trouver des choses, puisque les programmes privés sont réservés à un certain nombre de hunters. Les programmes managers, eux, c'est ceux qui gèrent le projet côté entreprise, qui proposent son programme à faire pentester, bug hunter. Donc, ces personnes-là, c'est elles qui désignent quel hunter
ils veulent sur les plateformes, et ils vont avoir une liste qui leur est proposée avec tout un tas de hunters, et selon ce qu'ils recherchent dans leur programme, ils vont faire une petite sélection. Donc vous pouvez retrouver sur un programme privé, vous êtes une quinzaine, quoi, peut-être même des fois moins que ça. Hein. Si c'est des programmes assez confidentiels, ils vont vouloir restreindre un petit peu ce choix-là. Donc vous pouvez vous retrouver à être très peu sur ces plateformes. Vous avez plusieurs manières de les attaquer. Soit vous avez un mode black box, c'est-à-dire vous n'avez aucune info, vous avez uniquement un scope, c'est-à-dire vous allez avoir étoile, nous on avait fait orange, donc c'était orange.fr en fait, donc étoile. Donc vous cherchez tout ce que vous trouvez là-dessus, vous le remontez, ils vérifient, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a trouvé avant vous, ils vont voir avec vous, ils vont vous rémunérer, ils vous disent ok c'est bon, c'est validé, il va y avoir un score sur cette vulnérabilité, ils vous valident la vulnérabilité, puis après vous discutez avec eux, donc vous leur montrez que vous l'avez trouvé, de quelle manière, ils le rejouent, ils disent ok c'est bon on a réussi. Ensuite il y a tout un tas d'échanges, ça dure, des fois des corrections de bugs peuvent durer 6 mois, un truc comme ça. Hein. Ça peut durer 6 mois à partir du moment où on le trouve et au moment où c'est patché. On va vous demander de vérifier derrière que ce qui a été patché est correctement patché. Voilà. Et après à la fin ils ferment le rapport. Donc, contrairement au pentest où vous avez un client qui vous demande de tester quelque chose, vous allez y faire un rapport complet avec toutes les vulnérabilités, en bug bounty, c'est une vulnérabilité, un rapport. Donc, 50 vulnérabilités, 50 rapports. Donc, c'est un petit peu rébarbatif. 50 bounty. Voilà, après, on a des templates où on glisse les templates avec les vulnérabilités, tout ça. Donc le principe, par exemple, si on a un scope en wildcard, donc étoile orange.fr, c'est la reconnaissance. Voilà. Donc le souci toujours en sécurité, tous ceux qui font un petit peu de pentest le savent, il faut soigner sa reconnaissance. Donc si on reconnaît bien une cible, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve rien. Par contre, si on se jette à corps perdu sur le premier truc qu'on va trouver, on risque de perdre énormément de temps pour pas grand-chose et passer à côté de quelque chose de beaucoup plus facile. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs manières. Donc, vous avez Nuclei, vous avez tout un tas de logiciels qui vont vous servir. Donc, Nmap d'abord pour faire les ports, de l'OSINT un petit peu pour chercher ce qui est exposé de l'extérieur. Donc, vous avez la recherche passive et la recherche active. Donc, la recherche passive va concerner tout ce qui ne contacte pas le serveur. Donc, ça peut être du Shodan, du Sensis, ZoomEye. Donc pour tout ce qui est analyse de ports passive, eux ont analysé les ports pour vous et vous allez consulter ces bases de données sans contacter le serveur. L'OSINT, donc là vous allez utiliser les moteurs de recherche pour essayer de trouver des éléments exposés à base de site de points, le site, en enlevant derrière, en faisant moins quelque chose, vous arrivez à faire sortir de la masse des éléments, ça peut être des points env, des points git, des PDF confidentiels, on peut trouver tout un tas de choses rien qu'en passif. Et ensuite, là, vous allez attaquer, vous allez passer sur la partie active. Donc la partie active, ça va être surtout donc, les scans de port, les scans le fusing de dossiers. Donc vous allez aller à la recherche de pages qui ne seraient pas référencées dans le site avec un dictionnaire et vous allez envoyer des requêtes qui vont utiliser ce dictionnaire pour rappeler les URL et vérifier comment ça répond. 200, 403, 500, selon les statuts codes. Donc 200, c'est la page existe, il n'y a pas d'erreur, tout se passe bien. 403, on a un accès refusé. 500, il y a une erreur. Voilà, tous ces codes, quand ils remontent, vont nous donner des indications. Voilà. Déjà, savoir s'il y a une protection ou pas. Si tous nos points quelque chose retournent en 403, c'est qu'il y a une protection quelque part qui nous empêche d'aller voir ces fichiers. Ensuite, au niveau toujours actif, donc le scan de port, Nmap, donc avec des services, ça va vous sortir une sortie XML. Cette sortie XML, vous allez la mettre dans un outil, vous allez la faire passer à votre collègue. Voilà, Nuclei, c'est pareil, vous pouvez sortir en JSON. Tous ces outils Subfinder pour trouver les sous-domaines, vous les sortez aussi en JSON, et c'est tout un tas de petits fichiers qui vont traîner à droite à gauche, qu'on va s'échanger entre hunters, et voilà, on va y faire des commandes dessus, on va tous lancer les mêmes commandes dessus, on va tous lancer les mêmes reconnaissances dessus. Donc en gros, quand on a une cible, on est 4 ou 5 hunters à travailler sur cette cible-là,
en équipe, chacun va lancer son Nmap de chaque côté. Donc, bon, c'est un petit peu long, c'est la méthode à l'ancienne. Donc, il y a des outils qui existent. C'est celui que je vais vous présenter qui va permettre de faire un petit peu le travail. Alors, il faut que je zoome un petit peu, non? C'est ça. Tac. Vous voyez bien? C'est bon? Ceux qui sont au fond, surtout? Ouais, c'est bon. Donc, cet outil-là, c'est une petite interface. C'est des Docker. Donc, le site internet, c'est sur un GitHub. Engine, je vous donnerai l'adresse à la fin. C'est très simple à monter. Il vous faut cloner le dépôt. Vous avez un fichier Makefile. Vous renseignez d'abord un petit fichier env avec vos informations de base de données. Et vous faites un make-up. Il va vous construire tous les Docker. Donc vous avez 5 Docker. Ça tourne en Python derrière. Donc c'est toute l'interface est faite en Python, toute la partie scan est faite en Python. Et c'est du Django pour ceux qui connaissent un petit peu Python. Donc c'est un framework qui va permettre de développer un peu plus rapidement. La base de données, c'est du Postgre. Et derrière, vous avez un système d'ordonnancement de tâches qui s'appelle Celery. Je ne sais pas si vous connaissez aussi un petit peu, ceux qui font Python, peut-être qu'ils connaissent un peu. Ça permet d'envoyer des tâches en séquence et de les arrêter, de les suivre facilement, plutôt que de lancer des scripts shell qui vont marcher, qui vont planter, on ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est assez bien fait et tout remonte dans l'interface. Donc je vous présente un petit peu cette interface. Hop, si je me baisse, ça ne le fait pas. Voilà. Donc vous avez un dashboard, donc j'ai déjà fait un premier scan sur un site sur Vulnweb. J'ai pris le test php.vulnweb pour m'entraîner. Et donc en fait, un des premiers, quand on travaille en bug bounty, une des premières choses à faire, c'est de créer un projet. Donc sur ce projet, là on a la liste des projets, il y a deux projets, c'est une interface de test. On peut basculer dans les projets ici. On arrive sur une interface où on voit mes premiers scans, on voit tout ce que j'ai lancé un petit peu. Sur cette partie, on va avoir une partie cible. Donc la cible, c'est Vulnweb, c'est bon, il y a un faux contact, on dirait. La cible que j'ai chargée, c'est Vulnweb. Je lui ai déjà envoyé des scans dessus, mais je vais vous montrer rapidement comment on fait un scan. Tac. Ici, voilà. Il suffit de faire un initiate scan et vous allez vous retrouver avec tout un tas de choix. Il y en a des par défaut et il y en a qu'on peut rajouter derrière. Donc le principe de ces choix va se composer comme ça. Est-ce que je peux mettre un plein écran? Hop. On voit? Ouais, on voit bien. Donc ce n'est pas uniquement un outil qui va envoyer des bêtes de scan comme ça. Derrière, il y a les outils qui tournent. C'est beaucoup d'outils de la suite Project Discovery, pour ceux qui connaissent. Donc Nuclei, HTTPX, Nabu, TLSX, DNSX. Donc tous ces outils-là vont faire une tâche bien précise dans un workflow bien précis. Donc quand on ajoute une cible et qu'on va vouloir lancer un scan, il va pouvoir lancer deux tâches en parallèle. Donc la première, ça va être la tâche d'OSINT qui va récupérer les emails, des mots de passe qui auraient leaké, des employés, des informations de domaine. Il va envoyer des tâches de dorking qu'il faut quand même lancer derrière un proxy parce qu'on est rapidement flagué par Google dès qu'on fait un peu trop de dorking. Donc cette partie OSINT est lancée en parallèle de l'énumération de sous-domaines. Donc si je lance une tâche comme celle-ci, donc la tâche en full scan, on voit qu'il va lancer donc la découverte de sous-domaines,
la détection de WAF, les screenshots, l'OSINT, un scan de port, donc du fusing de dossiers et de fichiers, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec FUF ou FUF, la récupération d'URL, donc avec Wayback Machine et tous les outils qui vont aller bien, je ne sais plus lequel c'est l'autre, il y en a un autre, je vous les montrerai après, et un scan de vulnérabilité avec Nuclei. Nuclei, Dalfox et CRLFuse. Donc Nuclei pour tout ce qui est CVE, beaucoup, basé sur des templates. Je vous encourage à utiliser Nuclei déjà, même si ce n'est pas dans cette interface. Dalfox, tout ce qui est XSS. Et CRLFuse, je sais plus. Tant pis. Donc voilà, quand on lance un full scan, vous voyez bien qu'il y a tous ces éléments, mais ils vont être lancés, comme je vous ai dit précédemment, selon ce workflow-là. Donc il va commencer en premier, il lance en parallèle donc, sa partie OSINT. Ensuite, il va commencer par l'énumération de sous-domaines, ce qui est logique. Quand on commence sur un domaine en wildcard, le premier truc qu'on veut savoir, c'est le nombre de sous-domaines qu'on a. Donc, il va utiliser tout un tas d'outils, AMAS, Subfinder, Sublister, etc. Il ne va pas en lancer qu'un, il va en lancer plein, les uns après les autres, selon la concurrence qu'on aura mis dans la simultanéité concurrence qu'on aura mis dans le fichier YAML de configuration. Donc on peut arriver à mettre une machine assez rapidement sur les genoux. Donc pour faire tourner cet outil-là, il vous faut quand même quelque chose de bien dimensionné, c'est-à-dire minimum 8 cœurs, 16 Go de RAM, c'est pas mal. Sur un Raspberry Pi, vous allez avoir du mal. Pour essayer, moi je vous conseille quand même de mettre une VM pas trop mauvaise. Maintenant la RAM coûte pas trop cher, donc ça se fait. Donc il va commencer par son énumération de sous-domaines qu'il va récupérer de diverses formes, soit dans la zone DNS, soit en faisant les brute force sur les sous-domaines, et ensuite il a une liste. Avec cette liste-là, il va l'envoyer donc sur la deuxième partie que vous voyez là, la petite flèche, il va descendre sur le rapatriement d'URL. Donc Wayback Machine, un coup de speeder avec Katana. Donc il va prendre l'URL de base. Katana, c'est un autre outil de Project Discovery qui va servir à faire un petit peu du mirroring, de la recherche il va faire un spider du site, il va crawler tout le site pour récupérer un maximum de pages. Wayback URL va récupérer les pages qui existaient avant, qui ne sont plus censées exister, mais qui potentiellement peuvent exister. Ça se voit pas mal en bug bounty, des parties qui auraient été oubliées en fait par les devs. Ils auraient laissé la page et cette page, manque de bol, elle est un petit peu trouée. Donc une fois qu'il a trouvé toutes ces URL, il va lancer un HTTP probe avec HTTPX, c'est-à-dire qu'il va vérifier toutes les URL qu'il a trouvées, il va toutes les appeler pour avoir le statut code. Donc 200, 400, 303, 301, etc., etc. Une fois qu'il a fini sa partie probe, il va vérifier tous les endpoints qu'il aura en double, toutes les URL qu'il aurait en double, et il enlève celles qui sont en double. Ensuite, derrière, il va faire un pattern matching, c'est-à-dire qu'il va, quand vous avez des fois des interfaces qui s'appellent /admin ou un WP admin, voilà, vous avez certains types de mots-clés. S'il retrouve ces mots-clés-là dans le pattern matching, il va vous le mettre dans une petite partie en vous disant qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ce site. C'est possible que à cette URL-là, il y ait possibilité de faire ça, parce que c'est des regex en fait, c'est des regex. Et sur ces regex, il va vérifier s'il y a un potentiel. Il a des mots-clés qui dit, hop, si ces mots-clés-là sont trouvés, tu les fais remonter dans la partie intéressante. Et on peut rajouter ses propres mots-clés si on cherche quelque chose de précis. Ça, c'est la première partie, énumération de sous-domaines. Donc déjà, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Je vous le montre ici sur Engine. Hop. Si on prend la cible, hop, voilà, je vais lancer un scan de sous-domaine. Voilà, on se retrouve avec tout ça. On a les technos qui commencent à être reconnus. Alors, je vais vous le montrer sur un autre, qui est un petit peu plus complet. Voilà.
marqué. Ah non, il n'a pas marqué. Voilà. On voit qu'ici, il a déjà commencé à reconnaître la techno en 2IS 8.5, un Apache ici, et le test PHP derrière. Voilà. On voit qu'on commence déjà à avoir du contenu. Les URL, on a une URL là, c'est l'URL de base, qu'il a mis en statut code 200. Il voit que c'est du Nginx. Voilà, donc on commence à avoir des infos qui arrivent dans l'interface. Ensuite, derrière, au niveau du port scan, ici, il va faire exactement le même principe, c'est-à-dire qu'il va envoyer son scan de port et tout ce qu'il va trouver. Donc il envoie un premier scan avec Naboo qui va faire un scan rapide. Les ports qui vont être trouvés, il va les envoyer à Nmap derrière, qui va lui envoyer ses scripts NSE. Si vous connaissez un petit peu Nmap, les scripts NSE vont permettre de remonter des infos selon le port ouvert, selon la bannière. Il va pouvoir vous dire ah ben là attention, il y a peut-être une vulnérabilité sur tel truc, il y aurait une CVE, il y aurait voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites avec les scripts NSE. Et derrière, encore une fois, s'il trouve un port web ouvert sur un port qui n'est pas commun, par exemple 8080 ou 8080, ou même perdu, on ne sait pas où, dans la liste des ports, il va lancer quand même son petit HTTPX derrière en probe pour voir ce qu'il y a derrière. Quel est le statut code? Et ensuite, derrière, il va en définir, il va passer sur la partie endpoint. Donc tout ce qu'il aura trouvé dans cette première reconnaissance va permettre de décliner tout le reste derrière, c'est-à-dire le fusing de fichiers, donc la recherche de fichiers qui n'est pas listé dans un dossier, essayer de trouver des petites pages cachées qui auront peut-être quelque chose d'intéressant. Il va faire la récupération des screenshots, donc il va vous mettre dans la liste les screenshots et lancer les scans de vulnérabilité. Donc les scans de vulnérabilité sont lancés en parallèle, c'est-à-dire que si vous allez lancer un nucléi sur les 5 niveaux de nucléi, il va vous lancer 5 nucléi. Donc vous avez le niveau unknown, info, medium, high et critical. Donc si vous choisissez ces 5 niveaux, il vous envoie 5 nucléi. Si vous le lancez sur 10 sous-domaines, il vous envoie 50 nucléi. Donc c'est d'une rapidité phénoménale. Idem pour tout ce qui est fusing, file fusing. Donc le but, c'est d'utiliser des listes qui ne soient pas très... la liste de Dear Search, un petit peu, elle est assez sympa parce qu'elle sort des quick wins, des petites parties qui vont vous permettre d'avoir une injection SQL ou un truc assez rapidement, en fait, en l'analysant. Donc voilà, passer des listes courtes. Si on passe des listes courtes sur plein de sous-domaines, on peut avoir les résultats en 5-10 minutes sur une cinquantaine de sous-domaines. Ça dépend de votre bande passante, ça dépend de la machine que vous avez mis sur laquelle vous hébergez Engine. Et vous pouvez vous retrouver avec déjà un premier travail à faire qui est assez conséquent. Comme on fait en général en bug bounty ou en pentest, on lance d'abord une première passe. Cette première passe, on commence à analyser un petit peu ce qui sort de cette première passe et on envoie la passe un petit peu plus longue, un petit peu plus violente, qui va prendre une demi-heure, 1 heure. On l'envoie en fond et on laisse tourner. On ne commence pas par la grosse tâche et puis on regarde l'écran et on attend. Donc on envoie la petite passe d'abord, on balance la grosse et pendant que la grosse est en train de tourner, on commence à parcourir ce qui nous a remonté comme premiers éléments. L'avantage aussi, donc, avec tout ça, c'est qu'on va pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, collaborer. Donc, on peut créer des utilisateurs ici. Voilà, hop. Voilà, je peux créer les utilisateurs. Penetration Tester ou Auditor. On a plusieurs niveaux. Il aura son accès. Et avec son accès, il va pouvoir visualiser le résultat de toute la reconnaissance. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, chacun les petits fichiers de son côté. Vous avez bien compris la puissance de la chose.
Vous pouvez même envoyer des alertes sur Discord, sur Slack, voilà, dès que les scans sont finis, ça peut vous le balancer dans diverses messageries. Je crois qu'elles sont indiquées ici. La notification setting. Voilà, vous avez Slack, Discord, Telegram. Et voilà, vous pouvez même envoyer le fichier de texte avec le contenu, le résultat du test en fait. Voilà. Donc vous êtes en collaboration, vous envoyez un scan, tout le monde est sur le même Discord, dès que le scan il est fini, tic, 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 le truc ça pop, tout le monde sait, ah ouais le scan il est fini, allez paf, j'y vais, je vais voir. Ou même on peut l'avoir direct dans le Discord. Voilà. Donc plus besoin de se partager des fichiers et tout ça, c'est super intuitif. Vous pouvez aussi créer des organisations. Donc là, par exemple, on aurait pu créer, pour ce qui est Orange, créer l'organisation Orange et mettre tout un tas de sous-domaines sous cette organisation et lancer un scan par organisation. C'est-à-dire qu'il va balancer tous les scans que je vous ai dit dans le workflow que je vous ai dit sur l'organisation et tous les sous-domaines. Donc vous pouvez avoir orange.fr, Réunion, orange.re. Voilà, on met tous les petits sous-domaines, on les attribue à l'organisation, on lance un scan, il scanne tout. Bon, il y en aura pour un petit moment, mais il scanne tout. Ça dépend comment vous lancez. Vous pouvez faire une première reconnaissance rapide, après il faut apprendre à utiliser l'outil. Donc une fois que les scans ont été faits, vous avez en plus sur les scans ici, vous avez une petite partie où vous pouvez voir où en sont vos scans. Donc s'il y avait un scan en cours, il l'aurait indiqué ici. Donc on sait que le scan n'est pas terminé. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne vais pas forcément, il reste encore 20 minutes, on a encore des choses à faire. Donc vous avez compris un petit peu le concept. Donc c'est un outil qui va vous permettre de travailler, même en pentest. Hein. Moi j'ai des amis qui s'en servent en pentest. C'est bien pour dégrossir en fait. Voilà. On a une cible, on envoie l'outil, on a des résultats qui sont rapides et on a de suite une visibilité sur comment, on va dire, la techno déjà, qui est utilisée par la société. Et selon ce qui remonte, on va savoir de suite si on a affaire à quelque chose de solide ou de pas solide. Voilà. Si on voit des PHP info exposés ou des trucs comme ça, on va se dire, ah ben oui, là c'est sympa, on va peut-être trouver des trucs. Ou s'il n'y a rien et que le WAF nous bloque au bout de 5 tentatives, on va se dire, ah, là ça va être un peu plus dur. Donc pour ces parties WAF, vous pouvez rajouter ici une liste de proxys. Donc dans cette liste, vous balancez une liste de proxys valides. Bon, après il faut les trouver. Les proxys publics, c'est un peu compliqué, vous risquez d'être embêté. Par contre, il y a des services qui vous fournissent des proxys de qualité. Il y a même moyen, je crois, de les trouver avec Shodan, parce qu'ils sont tous sur le même port. Et en recherchant sur Shodan, sur ce port-là, en cherchant Squid, on a tous les proxys, parce qu'on paye pour avoir la liste de proxys, mais le proxy, il n'y a pas besoin de s'authentifier dessus, donc on peut y accéder en direct. Donc ça peut se récupérer d'une autre manière aussi. Et quand vous mettez une liste de proxys, il va lancer, à chaque fois qu'il va lancer une ligne de commande, il va prendre un proxy au hasard dedans et il va le mettre dans la ligne de commande si la ligne de commande le supporte. Donc tous les outils de Project Discovery le supportent. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça vous permet d'essayer de passer outre certaines choses. Et dans le futur, on est en train d'essayer de voir avec l'équipe comment on pourrait essayer, et c'est faisable avec Celery, d'envoyer plusieurs instances de Celery sur plusieurs VPS pour avoir un maître qui va envoyer les tâches à tous les Celery et les exécuter depuis plusieurs IP différentes, depuis plusieurs endroits dans le monde, voilà, pour essayer justement de contourner cette partie blocage. Voilà, donc après, une fois qu'on a fait notre reconnaissance, il va falloir passer à l'action. Et c'est là que mon collègue arrive. Oh, il y en a déjà un qui est tombé. Alors, comme on l'a vu, en bug bounty, lorsqu'on travaille sur des scopes en wildcard, le plus important, enfin le plus difficile, on va dire, pour la plupart des hunters, c'est de récupérer toutes les assets, la numération des sous-domaines et autres. Et pourquoi il faut faire ça aussi? Pourquoi là, la reco est importante aussi? C'est qu'on n'est pas seul, on est plusieurs hunters, donc les vulnérabilités de type assez simples qu'on peut trouver, les XSS, les PHP info, les pages comme ça qu'on peut trouver assez facilement, ça va déjà être repéré par d'autres hunters.
Nous, on se sert de cet outil pour essayer de récupérer des targets avec une sorte d'intelligence derrière, des applications un peu qui font du traitement ou autre. En utilisant cet outil-là, on a récupéré, c'était un bel exemple, c'était une page où on pouvait tout simplement postuler pour un job. Et l'idée, c'était sympa, c'était de dire, OK, j'ai postulé pour un travail, j'ai envoyé mon CV. On a exploité l'application, on a envoyé notre CV, on a récupéré aussi une RCE. Donc ce qu'on a pu faire, c'est supprimer les CV des autres postulants, donc il n'y avait que nous. C'est pour ça que c'est assez important, enfin pour moi, ma part, je trouve que c'est assez important dans le bug bounty, c'est vraiment d'identifier les targets que certains hunters ne vont pas chercher. Donc nous, on cherche vraiment dans les bugs exotiques, des choses qui ne courent pas la rue, enfin qui ne courent pas les rues. Parce que c'est difficile. Maintenant, il y a la compétition, il y a les Indiens qui arrivent, il y a les Chinois, il y a la Russie, enfin, il y a énormément. Donc, si tu veux faire ta part dans le bug bounty, il faut vraiment avoir des singulier. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que la phase de reconnaissance, pour moi, elle est très très importante. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu présenter cet outil, là, Doc Engine. Voilà. Donc là, on va faire une petite démo de ce qui était passé ce jour-là. Non, on va le faire depuis ce poste-là. Donc, comme j'avais dit, on avait trouvé une URL où on pouvait envoyer son CV, postuler un job et autres. Et donc, on a exploité, donc on a identifié la version qui tournait dessus. C'était sur. Donc, encore une phase de reconnaissance. On identifie un peu la target, la source. Alors, qu'est-ce qui c'était tourne. le démo. Le CV. Hop, CV démo. Voilà. Donc là, tu envoies. Donc, hop, une conversion. Voilà. Donc là, on envoie un CV, tout simple, sur une plateforme pour postuler un job. En regardant un peu, on se rend compte que avant la soumission du CV, il y a un rendu PDF, donc on voit un peu ce qui se passe, comment le CV va être envoyé au recruteur. Donc là, si on regarde un peu dans les propriétés du CV, hop, ici, tac, du document, pardon. C'est dans les propriétés. Il est où le truc Un truc qui s'appelle Properties. Il est où le propriétaire? Non, à droite. Ah, il est plus bas, il est en bas là, voilà. Propriété du document. Voilà, donc encore une phase de reconnaissance qui est importante. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer. Ouais. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Vous le voyez bien, LibreOffice 6.3. Voilà. Donc en fait, tous les PDF vont vous mettre dans la partie outils de conversion quelle est la librairie utilisée. Ça, c'est un gros défaut parce que du coup, on a de suite la librairie, donc on sait exactement ce qu'on peut faire dedans. Est-ce qu'on peut mettre du JavaScript? Est-ce qu'on peut mettre des choses dedans? Donc là, cette version-là était vulnérable à une CVE où on pouvait exécuter du code tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on envoyait notre CV et derrière, on avait une exécution de code sur la machine distante. Et l'idée qu'on avait fait, c'était rigolo. On s'est dit, tiens, on va envoyer CV, on va postuler à l'offre, mais on va supprimer tous les autres candidats, il n'y aura que nous. Et ça a marché. Donc là, on va envoyer un petit document. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert l'an dernier. Donc, alors, attends, d'abord, on va montrer que qu'on ne triche pas. On a simplifié la chose au début. On va montrer qu'on ne triche pas. J'espère que je l'ai effacé. Non, je ne l'ai pas effacé. Zut. Tu peux le faire direct. Hein. Tu me regardes. Tu peux le supprimer direct au pire. Où dans le shell. Ouais. Ah oui, dans le shell, je peux le supprimer lui-même. Moi, je suis con. Donc c'était rigolo parce qu'on a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a vraiment postulé et tout. On a supprimé tous les autres candidats et dès qu'il y en avait un qui postulait, on supprimait le CV. Donc il n'y avait que nous. C'est vraiment comme voilà. Donc là, si tu actualises. Hop. En théorie, il n'y est plus. Voilà. On est d'accord. Donc là, on est dans le cas de figure, on postule, ok, on a identifié l'application qui tourne derrière pour faire le rendu PDF. On a identifié la CVE qui permet d'exploiter cette faille. Tout à fait. On dit que c'est toi qui l'as trouvée. On peut le dire. C'est lui qui l'a trouvé, la CVE. Voilà. On peut le dire. Donc, merci. Quand même, Merci. Ça mérite d'être signalé. Donc, on a notre petit fichier. Vas-y. Donc là, en fait, on va envoyer un payload, un fichier TXT, un fichier docx, pardon, avec un petit payload à l'intérieur, c'est-à-dire que dès qu'il y aura une petite image, il va parcourir l'image et il y a un petit payload à l'intérieur, une exécution de commande, donc on rapatrie un shell sur la machine, un web shell, et donc voilà. Du coup, on récupère un accès sur la machine. Donc on envoie la conversion, il a converti, c'est vide. Donc là, il va récupérer le shell, il le rapatrie sur la machine tout simplement. Je reviens sur ma partie shell donc, que j'avais supprimée, vous l'avez tous vu, on n'a pas triché. Et le shell est revenu, donc voilà. En fait, le doc a posé un shell.php sur la machine.
Et donc aussi. là, on a un accès sur la machine. Donc là, après, on a un peut accès. supprimer les CV des autres, c'est ce qu'on a Sur vu, la c'est machine, rigolo. on a accès au... Hop, je vais zoomer un peu. Voilà, on a accès aux fichiers. Et si tu vas dans Converted, Et tu on verras a la liste des dans... CV, ouais. Hop. Voilà. Donc On là, a nos deux fichiers qu'on a envoyés, qui ont été convertis en PDF. Et donc, dans le fichier PDF, on avait notre petit shell qui est venu s'installer et qui nous a permis de lister tout ce qui est sur la machine. donc voilà, donc on en revient vraiment encore une fois à l'importance de la reconnaissance. Là, on était dans l'exploitation d'une CVE, mais parce qu'on a réussi vraiment à bien identifier, faire la partie la plus importante, c'est vraiment la reconnaissance, identifier qu'est-ce qui tourne derrière, qu'est-ce que j'ai comme technologie et tout. Donc c'est pour ça que c'est très très important aujourd'hui, si vous voulez faire du bug bounty ou des pentests. Pour moi, 80% du temps, enfin 80% c'est la recherche, la reconnaissance, et 20% c'est l'exploitation. Pour moi, ça restera ça. Après, Ouais. ça donc voilà. Et surtout, la reconnaissance, il faut la faire de dehors et de dedans aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à mettre un pied dans quelque chose, il faut refaire une reconnaissance comme si on arrive sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on fait de la reconnaissance encore, on fait de la reconnaissance tout le temps en fait. Donc on ne pourra peut-être pas forcément faire tourner Engine en interne. Après, il va falloir utiliser des outils. C'est possible, si on peut faire un tunnel SSH entre les deux. Ça fonctionnera, hein. Nuclei, vous faites un SSH tunnel, vous mettez un Ligolo NG, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un agent et un serveur, enfin un proxy, et vous posez l'agent et le proxy contacte le serveur, et on a un tunnel entre les deux, c'est comme si on avait une connexion VPN sur la machine qu'on vient de compromettre, hein. Donc voilà, et après derrière on peut envoyer, on partage les routes, on crée nos routes et on peut envoyer du trafic depuis notre machine vers cette machine-là, voire pire, si elle est connectée à un réseau local derrière, on peut taper dans le réseau local derrière à partir de cette machine. Donc c'est notre pivot. Voilà, ben, il nous reste un peu de temps, mais je crois qu'on a fini. Après, j'ai une petite anecdote encore sur la phase de reconnaissance. J'étais sur un programme Bug Bounty où l'idée c'était, on appelle ça du kiosque, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait, on a un environnement embarqué, Windows, et on ne peut rien faire de plus. Et les mecs, ils nous avaient challengé, ils nous disaient, écoutez, vous avez accès à une application d'analyse de sang, voilà, les données sont chiffrées, et si vous arrivez à déchiffrer les données, vous avez droit à tant de bonus, tant de rewards. Et on a cherché encore avec Google Doc et compagnie. On est tombé sur un GitHub de l'éditeur avec un projet public et dedans qui décrivait étape par étape comment chiffrer et déchiffrer les données. Donc, du coup, on avait tout ce qu'il nous fallait pour justement réussir le challenge. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment très important la phase de reconnaissance. On a notre target d'accord, mais derrière, il faut passer vraiment beaucoup de temps sur découvrir un peu, dégrossir un peu tout ça. Il y en a un qui a dû se faire engueuler quand même. Ouais, et il y en a d'autres qui se sont fait récompenser. Ouais, c'est ça. Le malheur des uns et le bonheur des autres. Exactement. Voilà, donc après, si on veut juste aller jusqu'au bout avec Engine, donc on a aussi dans la partie... Et tu avais la partie d'orc dessus. Engine, on a la partie report, parce que bon, c'est un petit peu ce qui nous embête un petit peu à chaque fois qu'on fait des pentests. Bon, il faut faire un rapport. Là, vous pouvez avoir sur la reconnaissance déjà, si vous avez trouvé des vulnérabilités, vous pouvez déjà avoir un rapport qui est pas trop mal, qui ressemble à quelque chose. Je peux vous en montrer un. Je ne sais pas si ça va super bien remonter, mais on peut essayer. Alors, il y avait un petit... Tac. Non, c'est sur la partie scan. Voilà. Donc on a le rapport de reconnaissance. On a un PDF. Donc là, la première partie que je vous ai montrée, c'est les options. J'espère qu'il va marcher le rapport. La première partie, c'est les options. Donc on peut faire il y a tout un tas de mots-clés qu'on peut insérer dedans. Bon, ça n'a pas l'air de bien marcher. Si, c'est bon. Voilà, j'ai fait mentir. Il a été juste un petit peu long. Voilà, donc vous avez un petit rapport comme ça. Bon, là, il n'a pas trouvé grand-chose. J'ai pas envoyé énormément de choses, mais là, vous avez un petit quick summary avec la cible ici, le nombre de sous-domaines qui ont été trouvés, le nombre de endpoints, les vulnérabilités. Donc là, j'ai pas
mis le rapport de vulnérabilité, mais il y a un rapport un petit peu plus complet. Donc là, voilà, vous avez les findings et donc la fin du rapport. Je sais qu'il y avait un petit bug, il y avait une petite astuce à faire pour avoir un rapport un petit peu plus complet. Je peux essayer de vous l'afficher. C'était là-dedans. Ouais, il y a encore quelques petits bugs et ça reste de l'open source. C'est-à-dire qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Comme ça. Hop. Et là, hop, scan report, normalement on a le full scan. Voilà. Full scan report. Il faut que je corrige. Solution payante. Ouais, il y a une variable qui ne se met pas dans la commande JavaScript. Et là, on va avoir un rapport un petit peu plus complet avec un executive summary où on aura pu renseigner nos infos. Voilà, le full scan. Bon, il n'y a quand même pas énormément de choses sur celui-ci, mais voilà, on a ici les petites vulnérabilités qui viendraient se mettre avec. Bon, là, il n'y en a pas eu, mais on a quelque chose d'un petit peu plus complet avec le titre des pages, les adresses IP, toujours les findings. Et normalement, quand il y a la vulnérabilité, on a la liste des vulnérabilités à la fin avec les recommandations. On peut aussi le lier à ChatGPT, l'API. Et on peut faire, sur la reconnaissance, lui demander une analyse de la surface d'attaque. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qui a été trouvé, on a un petit bouton ici sur la partie... Hop. C'est la target, je pense plutôt. C'est un autre endroit. Voilà. Non. Hop. Ah, je ne sais plus où il est. C'est peut-être que je n'ai pas renseigné ma clé API. Je pense que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je n'ai pas renseigné ma clé API, donc ça ne s'affiche pas. Mais voilà, vous pouvez lui demander, il va envoyer les données. Et ChatGPT va vous répondre et dire « Ah, là, il y a quand même des trucs intéressants. J'ai remarqué qu'il y a ce port ouvert, là, ce truc-là, ce truc-là. » Donc, voilà, ça peut aller loin. Je vous ai présenté à peu près 50%, 60% du logiciel. Ce qui était important, surtout, c'est la partie workflow qu'il faut bien retenir. Pensez que ce truc-là ne s'envoie pas bêtement, en fait. Il y a quand même une petite intelligence derrière qui fait qu'il commence les choses dans l'ordre pour, à partir des informations qu'il aura obtenues du niveau précédent, arriver à ramener un maximum d'infos pour que vous puissiez faire votre travail. Voilà. Merci. 2 minutes, c'est les questions ou... Ah, oh, On est dans les temps, hein, t'as vu ? vous êtes dans les temps, c'est parfait. Du coup, il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Je vais voir si tout le monde est... Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions ? Top, en bas les gars. Juste là. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Et moi, c'était une question sur le niveau de customisation des modules qu'on peut mettre dans Regine. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, un truc bête, mais est-ce que je pourrais greffer mes scripts à moi dessus pour qu'ils prennent les résultats ou donner des résultats sous un certain format qui, lui, l'intégrerait dedans. Je m'en servirais comme plateforme de gestion plus que de scan. C'est ça. En fait, il y a plusieurs manières de pouvoir récupérer des infos. Bon, déjà, de toute façon, toute la suite Project Discovery fait un boulot de malade. Donc, ça, c'est très bien. Vous pouvez même ici tout customiser. Donc, vous avez... Non, on va couper. C'est bon ? Ouais. Donc, vous avez ici les fichiers de conf de chaque logiciel. Enfin, celui de Nuclei, vous pouvez mettre des patterns, charger des templates. Vous avez accès aux fichiers de config de Nuclei, de Subfinder, de Naboo. Vous pouvez insérer des GF patterns, ce que je vous disais tout à l'heure, là, les GF patterns. Donc, il y a déjà, si tu commences à t'intéresser dans le truc, je pense que tes scripts, tu vas les laisser tomber et tu vas peut-être utiliser ça. Parce qu'en fait, c'est qu'une histoire de customisation. Et ensuite, derrière, si jamais, sur une cible, par exemple, tu vas arriver
ici sur le summary. Dans la liste des sous-domaines, là, tu peux télécharger en fait les sous-domaines. Voilà, tu peux choisir la liste des sous-domaines, tu les prends, tout ce qu'il a trouvé, tu le balances dans ton outil. Sinon, il y a les endpoints, c'est pareil. On peut récupérer toute la partie endpoint. Bon, là, il n'y en a pas, mais j'en ai pas mis beaucoup. Mais c'est pareil, là, on peut récupérer toute la liste des endpoints. Donc, tout ce qui t'aura trouvé avec Wayback URL et tout ça, tu le télécharges copier-coller ou tu balances en fichier texte et tu l'envoies dans tes outils. Après, il est possible d'intégrer des outils directement dedans. Dans la partie ici, tout l'arsenal. Donc ça, c'est tous les outils qui sont utilisés dans la solution. SumFinder, Nuclei, HTTPX, Naboo, GoSpeeder, Hamas, FUF, Sublister, Hackcrawler, One4All, The Harvester, CTFFR, TLSX, Netlast, Dalfox, Katana, GAU et CRLFuse. Donc c'est à peu près tous les outils qu'on utilise du moment en fait. Voilà. Donc, et alors l'import, pas encore. Mais ça risque de venir dans pas très longtemps. Quoi. Si vous voulez des features, demandez-le, c'est le moment. Ouais, s'il y a des codeurs aussi en Python, on prend. Hein. S'il y en a qui veulent venir participer au projet, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui sont Django, Python, venez. Nickel, merci. Je vois qu'il y a une autre question juste là. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, vous donnez de l'information à ChatGPT avec des failles. Non, on ne donne que des URL avec des expositions. Les failles, on ne les a pas trouvées encore. Donc en fait, est-ce que l'information qui est donnée à ChatGPT est exploitable par d'autres personnes ? Je ne sais pas comment ça tourne, ChatGPT derrière, c'est pas moi qui le fais. Parce que vous donnez beaucoup d'informations et on ne sait absolument pas ce que fait la société de l'information que vous donnez. J'ai un bonus, c'est-à-dire que dans la version 2.1.0 qui va sortir dans pas très longtemps, on peut mettre des modèles LLM locaux en fait. Voilà. Donc si vous voulez entraîner une IA sur vos propres rapports, vos propres reconnaissances, ce que vous avez déjà identifié, le faire travailler sur votre propre modèle de données, vous pourrez l'envoyer directement, faire vos reconnaissances avec le modèle local, sans passer par ChatGPT. Mais ça ne reste que des... En fait, ce qui est envoyé, il n'y a rien qui ne va pas être dans Shodan, en fait. Voilà. Donc déjà, c'est déjà ailleurs, en fait. Voilà. Oui, c'est pas les vulnérabilités qui sont envoyées. Hein. Ensuite, on est pentester à Hackeritic, on sait qu'il y a certaines données qu'on ne va pas divulguer. Par exemple, on ne va pas envoyer à ChatGPT, j'ai trouvé telle faille, comment l'exploiter sur tel site, voilà, c'est sur ça. tel... La reconnaissance, elle est faite sur les ports ouverts, voilà, c'est plutôt ça, les services ouverts, si c'est du Apache, Nginx, quelle version, du PHP, PHP 5.5, 5.4, il va vous dire attention, c'est une vieille version, il y a tel truc, il y a tel machin. C'est pas forcément, on n'envoie pas des failles. Parce que les failles, on ne les a pas trouvées encore. C'est un outil de reconnaissance. Hein. Si Nuclei va analyser, il va trouver... Les failles qu'il va trouver, c'est des choses qui n'importe quel outil automatisé aurait trouvé, en fait. Hein. Donc, il ne va pas envoyer ce que nous, on a trouvé. C'est-à-dire qu'on est passé par un PHP Info et qu'on a réussi à récupérer des identifiants AWS et on a accès à toute l'infra AWS. Non, ce n'est pas ça qui va remonter. Ça, c'est nous qui le trouvons après. Mais c'est surtout la partie reconnaissance c'est une aide en fait. Voilà. C'est un assistant qui on pourrait le faire nous-mêmes. Ça peut être plus rapide. Voilà. Non, intéressante cette question autour justement de ChatGPT, OpenAI et de qu'est-ce qu'ils font les données. Oui, petit point pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui se paluchent les conditions générales d'OpenAI et de Azure. Sachez que chez Azure, même si jamais vous avez un truc que vous louez, comme les 140 € de tout à l'heure, ils n'entraînent pas le modèle, certes, mais il y a toujours les filtres anti-abus qui restent pendant 60 jours, je crois, et n'importe qui de chez Microsoft qui est autorisé peut accéder à ces prompts qui sont dans le filtre anti-abus et aux résultats. Voilà. Mais il n'y a pas de log, juste un filtre anti-abus. Vous pouvez le faire sauter si vous avez envie. Et d'où l'avantage après de pouvoir proposer des moteurs LLM locaux. Oui, voilà, c'est ça. Ça serait une dinguerie. Mais elle est dure cette question. Il faut une sacrée, ouais. Il nous reste le temps pour une question. Est-ce que... Je vois rien où je suis ébloui, je sais pas. C'est bon, j'ai bien expliqué. C'est nickel. Merci les gars. Merci. Félicitations.